Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la physique, une règle fondamentale qui régit absolument tout ce qui nous entoure, du fonctionnement de notre propre corps jusqu'au cœur brûlant des étoiles. C'est la première loi de la thermodynamique. Pour le dire simplement, c'est le fameux « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est la grande loi de la conservation de l'énergie. Pour commencer, partons d'une question toute bête, d'une expérience qu'on a tous faite des milliers de fois. Pourquoi, quand on a un peu froid, le simple fait de se frotter les mains l'une contre l'autre, ça les réchauffe? La réponse à cette question, c'est la clé de tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ce geste, aussi anodin soit-il, est en fait une illustration parfaite de cette fameuse première loi. Le mouvement des mains, ce que les physiciens appellent le travail mécanique, génère de l'énergie. Et cette énergie, elle ne disparaît pas comme par magie. Non, elle se convertit. Elle se transforme directement en énergie thermique, autrement dit en chaleur. Un effort mécanique devient de la chaleur. C'est aussi simple et direct que ça. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord faire un petit voyage dans le temps pour découvrir l'expérience historique qui a tout déclenché. Ensuite, on posera les bases de la loi elle-même, de sa formule, puis on verra comment elle s'applique dans des cas très concrets, avant de finir sur un concept super utile, un peu plus avancé, l'enthalpie. Pour vraiment saisir d'où vient cette loi, il faut retourner au 19e siècle et se pencher sur l'expérience absolument géniale d'un certain James Joule. C'est lui qui a eu cette intuition et qui a réussi pour la toute première fois à mesurer précisément le lien entre un effort, un travail et la chaleur qui en résulte. L'expérience de Joule, elle est super astucieuse. Imaginez, première étape, il utilise la chute d'un poids, donc une force mécanique bien définie, pour faire tourner des petites palettes dans un récipient d'eau parfaitement isolé. C'est un pur travail mécanique. Résultat ? La température de l'eau grimpe. Deuxième étape, il enlève l'isolant. L'eau, qui est maintenant plus chaude que l'air ambiant, va naturellement se refroidir et revenir pile à sa température de départ. Le cycle est complet. Et c'est là que le génie de Joule éclate au grand jour. Il mesure tout et il découvre que la quantité de travail fournie par la chute du poids est exactement la même que la quantité de chaleur que l'eau a ensuite libérée en refroidissant. Autrement dit, le travail qu'on a injecté dans le système, plus la chaleur qui en est sortie, ça donne 0. Pour la première fois, on a une équivalence chiffrée, une preuve entre travail et chaleur. La conclusion de tout ça, c'est une véritable révolution scientifique. À l'époque, on imaginait la chaleur comme une sorte de fluide invisible qui passait d'un corps à l'autre. Mais là, non. Joule prouve que le travail et la chaleur sont juste deux facettes de la même chose, deux formes différentes de l'énergie. On peut convertir l'un en l'autre. À partir de cette expérience fondatrice, on a pu enfin formuler une loi mathématique, une loi universelle. Et pour ça, les scientifiques ont introduit un concept absolument central, l'énergie interne, qu'on note avec la lettre U. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse énergie interne? C'est assez simple à visualiser. Imaginez que c'est toute l'énergie cachée à l'intérieur d'un objet ou d'un système. L'énergie de l'agitation des molécules, l'énergie des liaisons chimiques. C'est son compte en banque d'énergie. Et en physique, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le solde total, mais de savoir de combien ce solde varie. Et nous y voilà, le premier principe de la thermodynamique. La variation de ce compte en banque énergétique, qu'on appelle ΔU, est tout simplement la somme de ce qu'on y dépose, c'est-à-dire la chaleur, Q qu'on apporte, et le travail W qu'on fournit au système. C'est la mise en équation de l'idée que l'énergie ne se crée pas et ne se perd pas. Elle change juste de forme et fait varier le solde du compte. Attention, ici il y a une subtilité, mais elle est très importante. L'énergie interne, le fameux U, est ce qu'on appelle une fonction d'état. Ça veut dire que sa variation ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Le chemin qu'on a pris entre les deux, on s'en fiche complètement. En revanche, le travail et la chaleur, eux, dépendent du chemin. C'est comme en randonnée. La différence d'altitude entre le bas et le sommet est la même pour tout le monde. Mais l'effort que vous allez fournir, lui, dépendra si vous prenez le petit sentier facile ou la paroi à pic. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons une application concrète. On va voir comment cette loi nous aide à comprendre le comportement des gaz, ce qui est absolument essentiel, que ce soit en physique ou en chimie. Alors, pour un modèle simplifié, qu'on appelle le gaz parfait, il se trouve que l'énergie interne est directement liée à deux choses. Sa température, évidemment, mais aussi la complexité de ses molécules. Et cette complexité, on la mesure avec ce qu'on appelle les degrés de liberté. En gros, c'est le nombre de façons qu'a une molécule de bouger. Un simple atome peut juste se déplacer dans les 3 directions de l'espace. Mais une molécule avec 2 atomes, comme le dioxygène de l'air, elle peut aussi tourner sur elle-même, elle a plus de liberté. Et ça nous amène à une conclusion hyper importante et très puissante pour les gaz parfaits. Leur variation d'énergie interne ne dépend que de la variation de leur température. C'est un lien direct et unique. On chauffe le gaz, son énergie interne monte, on le refroidit, elle descend. C'est tout. C'est une simplification énorme. Allez, on aborde un dernier concept, l'enthalpie. Alors attention, ce n'est pas une nouvelle loi fondamentale.
C'est plutôt un outil, une sorte d'astuce de calcul que les scientifiques, et surtout les chimistes et les ingénieurs, ont inventé pour se simplifier la vie. L'enthalpie, qu'on note H, c'est tout simplement la somme de deux choses, l'énergie interne U et ce qu'on appelle le terme PV, pression fois volume. Ce terme, il représente en gros l'énergie dont le système a besoin pour occuper sa place, pour pousser son environnement. L'intérêt de ce calcul, c'est que la plupart des réactions chimiques se font à l'air libre, donc à pression constante. Et dans ce cas très précis, la variation d'enthalpie est tout simplement égale à la chaleur échangée. C'est beaucoup plus simple à mesurer en laboratoire. L'expérience qui illustre ça à la perfection, c'est la détente de Joule-Thomson. Le principe est simple. On force un gaz à passer à travers une paroi poreuse, d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression, sans échanger de chaleur avec l'extérieur. Et quand on fait les calculs, on découvre un résultat clé. Durant ce processus, une seule grandeur reste parfaitement constante, c'est l'enthalpie. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Pour un gaz parfait de la théorie, sa température ne bougerait pas. Mais pour un gaz réel, un vrai gaz, cette détente à enthalpie constante provoque une chose incroyable. Sa température chute, le gaz se refroidit de lui-même. Et ce phénomène, ce n'est ni plus ni moins que le principe de fonctionnement de votre réfrigérateur et de votre climatiseur. Voilà comment un concept de physique un peu abstrait permet de garder nos aliments au frais. Alors, si on résume, le premier principe, c'est la grande loi de la conservation de l'énergie. Elle se transforme entre travail et chaleur, mais ne disparaît jamais. L'énergie interne, c'est notre compteur pour suivre cette énergie totale. Et l'enthalpie, c'est une astuce de calcul géniale pour les situations à pression constante. Du simple fait de se frotter les mains jusqu'à la technologie de pointe de nos frigos, tout ça, ça repose sur cette seule et même loi fondamentale. On va se quitter avec une question pour réfléchir un peu. Si la première loi nous dit que l'énergie se conserve toujours, qu'elle ne se perd jamais, alors pourquoi on entend parler en permanence de crise de l'énergie? Qu'est-ce qui nous manque dans le tableau? La réponse, figurez-vous, elle se cache dans la deuxième loi de la thermodynamique. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine explication. Merci de votre attention.